Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Sophie, je te remercie d'être là aujourd'hui pour Vox Feminarum. Avec plaisir. Je suis ravie de te recevoir parce que on a eu l'occasion d'échanger dans un contexte qu'on va qualifier de privé, sur différentes problématiques, notamment sur le féminin. Oui. Alors, vaste sujet. Vaste sujet, absolument. Mais comme tu m'as dit, oui, assez rapidement. Et merci pour ça. Je suis ravie de pouvoir partager avec toi aujourd'hui, en toute liberté, parce que l'objectif de ce podcast, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient tel qu'on est, avec qui on est. Du coup, pourquoi tu as eu envie, finalement, de répondre présente ? Eh bien, parce que c'est... Pour ceux qui me connaissent, en fait, je pense que c'est pas forcément... Le mot féminin, pour moi, est particulier parce qu'au début, je me suis dit, je vais toujours cacher une grande partie de féminité pour me protéger. Okay. Et du coup, ça me semblait être bien d'en parler maintenant. Je viens d'avoir 50 ans, il y a quelques jours, et je pense que c'est un nouveau volet qui doit s'ouvrir, et encore plus parce que le mot féminin n'est pas un gros mot, et que je suis fière d'être... alors, le mot féminine, on va peut-être le travailler dans le temps, mais en tout cas, je suis fière d'être une femme dans ce monde qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que quand on a 50 ans, on se cache plus ? Ouais. Et c'est c'est pas forcément quelque chose que j'entendais avant, mais aujourd'hui j'ai envie de le dire comme ça en fait. J'ai envie de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, j'ai envie d'être moi parce que je me dis que j'ai passé 50 ans aujourd'hui à rentrer peut-être dans un moule et maintenant le moule il me plaît, mais peut-être changer un peu quoi. Et quand tu étais dans ce moule, est-ce que tu avais conscience que tu étais dans ce moule ou finalement tu l'as fait instinctivement ? C'est plutôt instinctivement. Instinctivement parce que si tu veux être tranquille et si t'as pas envie que le regard se pose sur toi, il faut se fondre dans une image neutre en fait. Moi, c'est plus le regard qui me dérange en fait, le regard des autres, le regard des autres. Ça veut dire que c'est un regard dans un contexte particulier ? C'est dans la rue, c'est au travail, c'est ailleurs ? Alors au tout début, je n'ai pas eu de regard plus insistant que ça, mais au début c'est particulier. On prend le métro, il faut, Vas-y, finis ta phrase. Il faut faire attention à pas être pas ostentatoire, mais il y a un côté protégeons-nous quoi. Moi je fais un métier où déjà à la base le code couleur, s'habiller en noir c'est particulier parce qu'en fait on est neutre, donc on veut être neutre et le noir permet aussi de se protéger. Moi, je me suis toujours habillée en noir pour ça. Après, on pouvait être en jupe avec des collants opaques noirs. Enfin, il y a tout un code qui se met en protection. Alors, personne me l'a dicté, ce code. Je me suis toujours habillée comme je voulais, mais je me suis toujours permis des choses parce que je savais que comme ça, j'étais pas embêtée en fait. Ok, ça veut dire que dans le contexte professionnel qui est le tien aujourd'hui, de façon... Alors aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui je suis dans une société qui a comme objectif et qui l'obtient et il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit ou alors très vite aplati. C'est quand même, je travaille dans une société qui protège les deux côtés, pas aussi bien femmes qu'hommes. Il y a une égalité qui se met en place facilement. Avant, c'était un peu plus compliqué. Le BTP, c'est particulier. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que, en première année d'archi, anecdote, et après j'arrêterai là, mais en première année d'archi, le premier amphi, je crois, ou le deuxième amphi, un prof nous a dit, mais de toute façon, 80% des femmes ne finiront pas leurs études parce qu'elles auront des enfants avant. Ça calme, Et ça après, il y a celle qui rigole et qui dit, mais alors toi, mon coco, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis, il y en a d'autres qui disent, il a peut-être raison. Moi, j'ai fait partie de tu vas voir ce que tu vas voir, mais voilà. Ouais, on l'entend plus. Je pense aujourd'hui, il y a un réel changement qui s'est opéré. Mais dans les années... dans d'autres années, c'était peut-être plus compliqué, Du coup, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à travers cette expérience dans le BTP ? C'est le rapport... il y a un rapport chantier, il y a un rapport
Il y a un rapport, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde d'études où vous êtes dans un bureau d'études, dans un cabinet d'archi, et vous êtes dans un monde neutre où tout le monde travaille sa matière grise, travaille ensemble, travaille en équipe, mixte, il n'y a aucun sujet. Et puis il y a un autre sujet qui se met en place, c'est le chantier, avec d'autres corps d'État, avec d'autres manières de faire. Et là, on comprend vite que si vous n'avez pas un minimum de poigne ou un minimum de... Il faut savoir parler fort ou en tout cas se faire entendre. Mais après, ça se met au début, en fait. C'est un code qui se met vite à la première réunion. À la première réunion, il faut que vous soyez en mesure de dire qui vous êtes. Qui on est. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas... Enfin, je l'emploie d'une manière... Je ne le juge pas. Hein. C'est un code qui se met en place et voilà. Mais je pense que dans d'autres métiers, c'est le même cas. Il y a un rapport de trouver un équilibre. Mais il se trouve, hein. Faut juste c'est pas d'office mais ça se trouve. Et du coup, t'as la sensation que d'avoir exercé ce métier dans ce contexte, ça a bridé une partie de toi? Ça m'a rendue plus forte, je pense. Bridé, c'est peut-être pas comme ça que ça t'a rendue plus forte. Ouais, ça m'a rendue plus forte. Bridé, je peux pas le... Au sens de la féminité. Ouais. Enfin, oui, j'allais pas en jupe. J'allais pas en jupe à des réunions de chantier pour visiter sur un échafaudage en jupe et en talons aiguilles. Non, parce que de toute façon, vous avez des bottes de sécu, donc il y a des règles. Ça règle le problème. Le code vestimentaire, il est plus commode en fait, dans le sens pantalon. Après, c'est qu'est-ce que c'est que la féminité? Est-ce que c'est uniquement une histoire de jupe et de boucles d'oreilles, ou est-ce que c'est autre chose? Mais justement, ça m'a peut-être permis de développer le autre chose. Ok. Et quoi j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression d'être un garçon manqué, mais j'ai pas non plus... je suis pas en robe talons aiguilles tous les jours. Je sais pas faire. En fait, je sais pas faire, ouais. Je sais pas faire. Mais finalement, comme tu le dis, on a toutes et tous une définition de la féminité, oui. Qui peut être pour certaines personnes uniquement esthétique ou j'allais dire extérieure. Ouais. Pour d'autres personnes, la féminité c'est une posture. Aussi. Pour d'autres c'est une énergie. Ouais. C'est finalement un mélange de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, tu dirais que c'est plus confortable pour toi d'aborder ces notions? Oui, parce que je sais de quoi je parle. En fait, quand on est jeune, quand on est ado ou quand on n'a pas forcément un repère qui nous guide vers être féminine ou et aujourd'hui la société elle est un peu trop exagérée. On voit tout en fait et je sais pas comment formuler. Alors je m'exprime peut-être mal, mais j'ai entre ma période où j'étais ado et la période d'aujourd'hui. Le féminin, il a quand même vachement changé. Il y a une image qui est rentrée dans un quotidien qu'on n'avait pas, moi, à ma génération. Une belle femme. On avait les affiches de mode dans la rue, on avait le cinéma, mais on avait les journaux, les images, les photos, mais c'était que du travailler. En fait, finalement, c'était des outils de travail, enfin, dans le sens de... C'est une image qui est travaillée, tout ça. Aujourd'hui, avec les podcasts ou avec les réseaux sociaux qui ont beaucoup moins de filtres, finalement, ou alors trop filtrés, enfin, je sais pas, c'est une image fausse, en fait. Ça a toujours été une image fausse, finalement. Ce qu'on nous donne dans la presse ou au cinéma, tout ça, c'est travaillé. C'est pas quelqu'un dans la rue qui se balade et qu'on suit. Absolument. C'est quelqu'un qui se met en lumière ou qu'on va mettre en lumière. Et donc, du coup, nous, au quotidien, on se situe où? Parce que nous, on n'est pas maquillé, coiffé forcément avec coiffeur, maquilleur, avec tout ce qu'on rentre chez nous. On est la personne lambda et on a une salle de bain avec le maquillage qu'on a. On essaye de bien se maquiller. Et est-ce que c'est ça la féminité? Je sais pas non plus. Non, et puis, tu vois, c'est un peu l'idée de ce podcast. C'est-à-dire, à un moment, de se dire, finalement, on met parfois des masques sociaux, oui. Parce qu'il faut le faire, parce que c'est utile, parce que ça peut être arrangé. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut le faire? C'est une vaste question. C'est moi qui posais la question. C'est toi qui poses la question. Parce que c'est un rapport au conformisme. Ouais. Moi, je me considère comme quelqu'un de très libre, mais j'observe qu'il y a quand même des moments où ce conformisme, on ne peut pas y couper. Je me suis coupé les cheveux très courts souvent. Mm-hmm. Et une femme avec les cheveux très courts, pour trouver un côté féminin, il y a le maquillage et il y a les tenues vestimentaires. Et en fait, je me suis rendu compte que les cheveux jouaient un rôle énorme dans le côté rapport féminin. Après, d'accord, niveau esthétique. Esthétique, ouais.
Mais après, parce que ça va avec les codes, avec l'image que la société a d'une femme. Est-ce qu'elle doit avoir les cheveux longs? Est-ce qu'elle doit avoir les cheveux courts? Est-ce qu'elle doit être maquillée? Est-ce qu'elle doit... Tout ça, au début, tu te poses la question, puis après, tu t'en fous, quoi. Moi, là, aujourd'hui, je suis au stade où je fais ce que je veux. Oui, je pense qu'il y a un âge où c'est confortable, ou en tout cas, quand tu sais plus déjà qui tu es, c'est plus facile de venir... J'allais dire le présenter aux autres. Donc finalement, si aujourd'hui, tu devais faire... une petite précision sur la chose qui a été la plus difficile dans le fait d'être une femme. Il y en a un certain nombre, mais difficile de s'écouter, parce que être une femme, c'est pas uniquement qu'une histoire de féminité, c'est aussi une histoire d'avoir une vie de famille et une vie professionnelle, et faire la part des choses, en fait, entre un moment où la société dit une femme doit avoir des enfants, doit avoir... le mot doit... bon, après, voilà, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Je ne me suis pas pliée au doigt pour le faire, j'avais envie de le faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément... Aujourd'hui, plus facile, j'ai l'impression, avec les congés parentaux qui se mettent en place. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui qui sont... on sent que parce que justement, avant, c'était compliqué. Peut-être que maintenant, il y a des gens qui ouvrent les portes autrement. Mais moi, ça a été... De faire le choix entre une vie professionnelle prenante et une vie de famille, je le regrette pas, mais c'était pas évident. Ça veut dire que la charge mentale, ça a été un sujet? Oui. Intéressant ce oui et ce silence. Charge mentale, c'est souvent un gros mot, moi je l'ai observé. Les femmes en parlent peu publiquement. Et pourtant, j'ai remarqué que quand on est dans l'intimité de nos conversations, donc ces moments où on n'est pas en représentation pour X raisons, qu'il n'y a pas de maquillage, qu'on est vraiment sur une fréquence où on se parle de cœur à cœur, comme on le fait là, la charge mentale, c'est un vrai sujet. Parce que finalement, on a tous 24 heures dans une journée. Et pourtant, quand on est mère de famille, quand on doit gérer les plannings, qu'on le fasse seul ou avec quelqu'un d'autre... Après, c'est un vrai sujet, et il y a aussi... mon mari me le dit souvent, tu fais trop vite les choses et tu me laisses pas le temps de le faire. Bon, ça doit être certainement un de mes défauts, ou une de mes qualités, je sais pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer... Enfin, ça a toujours été un homme travaille par le matin, rentre tard le soir, s'occupe très peu finalement... Il y a des stéréotypes comme ça. Voilà, les stéréotypes, machin, à la noix. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui passe du temps aussi, alors différemment certes, mais du coup qui m'a laissé en tout cas le choix de faire ce qui me semblait être juste. Au début, ça a été compliqué parce que moi, je bossais toujours autant et qu'il fallait que j'incorpore un nouvel élément qui était rentrer à une heure précise pour pouvoir gérer une vie de famille. Après, je sais pas, pour moi, c'est compliqué aujourd'hui. C'est toujours la question, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai donné suffisamment de temps à mes enfants ? Est-ce que je me suis consacrée suffisamment de temps ? Parce que c'est ça aussi, c'est pas qu'une histoire d'enfants. C'est nous, finalement aussi à 50 ans, on se dit « Waouh, il nous reste quoi ? Il nous reste 30 ans. » Donc il va falloir maintenant actionner et de se dire « J'ai envie de faire des choses et j'ai pu... » Pas perdre de temps, mais il y a une notion de temps, évidemment, qui rentre que ça soit une femme ou un homme. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Faut pas non plus qu'être... Enfin, oui, je pense que c'est la même chose. On a envie de s'arrêter sur des détails et d'aller à l'essentiel. Ça veut dire que ces dernières années, bon, je pense que c'est pas un secret, on peut le dire, tes enfants sont plutôt grands maintenant. Oui, il y en a un grand et un moins grand. Ok. En général, plus ils grandissent, bon... C'est différent, le rapport est différent, ouais. Et puis, il faut laisser grandir et s'ouvrir, et on n'est pas forcément les gendarmes qu'on a pu être à un moment, ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, c'est des périodes, quand tu l'évoques, il y a quelque chose qui... C'est super compliqué. C'est super compliqué aujourd'hui pour moi dans ma tête parce que c'est plus un transfert en fait. C'est de se dire aujourd'hui il faut lui laisser la liberté, il est à la fac. Je me rappelle encore à moi la période à laquelle j'étais à la fac et de se dire waouh il va vivre des super trucs et moi je vais en vivre d'autres. Pas à travers lui parce qu'il va vivre sa vie mais du coup ça va me permettre de vivre d'autres choses. Et je vais avoir plus de temps pour moi, tout simplement. Mais ce temps, on ne sait pas forcément comment l'employer parce que on n'a pas eu, on a eu un tunnel en fait. Non, voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la maternité, quand elle est couplée à la vie professionnelle, c'est touchy, c'est clair. C'est effectivement la sensation de ce tunnel. Qu'on appelle la charge mentale. Ouais, et aujourd'hui,
Si on devait faire évoluer les choses concrètement, pour qu'il y ait une forme d'égalité ou d'équité entre hommes et femmes, ce serait quoi pour toi ? C'est déjà en train de se mettre en place parce que le congé paternité, il a du sens. Déjà, de ne pas se retrouver toute seule, sans bosser, à s'occuper d'un enfant. C'est pas forcément inné pour tout le monde de se retrouver. Vous êtes super actif, du jour au lendemain, vous êtes enceinte, vous êtes super. C'est pas une histoire d'être content ou pas content. C'est juste qu'il y a un moment. Stop, tout s'arrête. Vous allez avoir un enfant, vous êtes super contente, mais vous auriez peut-être eu envie aussi de continuer à bosser et vous pouvez pas. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien ce qui est mis en place, je révolutionne pas ça, mais c'est juste que dans notre tête, de tout s'arrêter d'un coup et de se t'orienter vers quelque. En tout cas, pour moi, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'avais pas forcément cette sensibilité-là et que j'espère avoir bien fait, mais oui, ça a été compliqué. Mais c'est pas honteux de dire que c'était compliqué. Je pense que j'ai beaucoup de copines qui se sont épanouies énormément pendant leur grossesse et il y en a certaines comme moi, c'était pas forcément un épanouissement total. Voilà, donc. Ah bon ? Ouais. Oui, prendre du poids et de plus avoir d'activité cérébrale importante, c'est pas forcément. Alors, il y en a qui arrivent très bien. Moi, j'ai pas réussi. Voilà. Ouais. Chacun ça. Chacun vit chacune vit son expérience. Voilà. Donc oui, pour revenir à ta question sur l'équité, je pense que il y a des hommes qui aimeraient avoir plus aussi. Peut-être que c'est aussi parce que la société leur permet pas de faire. Parce qu'on vit des choses qu'ils ne vivent pas, la maternité, tout ça, ils ne le vivent pas. Ils ont aussi un enfant, c'est la même chose. Et pourtant, je ne suis pas sûre qu'ils aient les mêmes temps, puisque il y a comme... Enfin, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment répondre correctement à ta question, mais... Tu veux dire que finalement, il y a la réalité biologique du corps qui fait que c'est la femme qui porte l'enfant. Donc, du coup, pendant 9 mois aussi, il y a cette co-construction qui se met en place et dans laquelle et qui transforme notre féminité aussi. Pardon, pour revenir évidemment à ce que tu disais tout à l'heure, c'est être belle parce que la société veut qu'on cherche à être tous beaux parce que c'est bon pour notre tête, notre psychisme, et de se retrouver dans une glace et de se dire on est beau, et quand on est gros et qu'on a plein de boutons et qu'on est enceinte, c'est pas forcément un épanouissement pour tout le monde, mais c'est mon avis. Attention, je suis pas contre ça du tout. C'est juste que je l'ai vécu comme ça. Mais tu partages ton expérience et voilà, la grossesse pour moi n'a pas été un épanouissement. Bon. Après, la société, elle n'est pas faite non plus pour... On devrait avoir le choix, en fait. Tu te sens bien, tu as envie, tu peux aller retravailler. Tu n'as pas envie et tu veux rester plus longtemps, tu peux. Maintenant, avec peut-être le télétravail, la souplesse qui est en train de se mettre en place, il y a peut-être des choses à donner cette possibilité avec une base de sécurité, parce que les pays européens, on n'est pas tous dans la même... moi, j'ai ma belle-sœur qui, en Italie, ce n'était pas la même chose non plus. Et c'est pas évident. Mais... Alors c'est intéressant parce qu'on a pu enregistrer un autre podcast avec justement Valentina Nesi qui est une actrice italienne et qui donnait son avis puisqu'elle vit en France. Donc tu as le sentiment, en discutant avec ta belle-sœur italienne, que les choses ne sont pas exactement les mêmes en Italie ? Non, c'est pas du tout la même chose, non. Au niveau rapidité, au moment de l'accouchement et de la reprise de travail, pour elle, pour le coup, elle serait bien restée plus longtemps à s'occuper de sa fille et son fils, et ça n'a pas été comme ça. D'accord. Après, je ne connais pas la loi italienne, je ne vais pas m'orienter là-dessus, mais je sais que pour elle, quand je lui ai dit que nous, on avait X mois derrière l'accouchement, elle m'a dit « super, non, ce n'est pas notre cas. » Ok, il y a peut-être des choses européennes à mettre en place. Il y a peut-être des choses aussi dans les pays nordiques. Je sais qu'apparemment, les pays nordiques sont toujours mis... sous les feux de la rampe pour tout ce qui est social, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Je sais pas, d'aller voir autre part et de voir ce qui se passe et se servir de l'Europe aussi en positif, quoi. Parce qu'il y a un gros sujet quand même. C'est intéressant que tu abordes le sujet parce que en discutant justement il y a quelques années avec un ami à moi qui est italien, on a abordé le sujet de la Convention d'Istanbul. Alors ça m'a fait rire puisque finalement la Convention d'Istanbul, je me suis prêtée au jeu. C'est-à-dire que j'ai interrogé bon nombre de femmes qui sont autour de moi. Est-ce que vous les connaissez ou pas ? Savez-vous ce qu'est... Alors, Istanbul est très connu pour la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux, parce que j'ai cru comprendre que c'était un gros spot. Par contre, il y a d'autres choses qui se sont faites de très très bien à Istanbul, notamment la signature d'une convention il y a une dizaine d'années. Et cette convention, elle est essentielle, j'allais dire, pour les citoyennes que nous sommes. Mais c'est étonnant que ça soit fait à Istanbul, hein.
Alors, c'est très étonnant déjà que ce soit fait à Istanbul. Surtout aujourd'hui avec la politique actuelle. Mais alors, j'allais dire, ça dit même quelque chose, surtout dans le rapport voilà, où on place peut-être le féminin, puisque l'objet de cette convention, c'est justement de traiter de la sécurité et de la considération de la sécurité par rapport aux violences sexuelles, psychologiques et économiques, qui sont 3 volets qu'on va aborder au sein de Vox Femina Room avec des spécialistes et des expertes. Parce que justement, aujourd'hui, une femme qui ne serait pas entendue face à la législation française sur ces points peut faire appel. Se référer à ça. Exactement, se référer à la Convention d'Istanbul. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'Européenne, c'est important de mettre en avant. Même si la Turquie, mais ça reste une convention européenne. Mais ça dit aussi quelque chose. Pourquoi être allé signer cette convention dans ce pays Au carrefour de beaucoup de choses. Au carrefour de beaucoup de choses. On peut pas. C'est pas anodin. C'est certainement pas anodin. Après, les choix sont toujours. C'est jamais anodin en fait. Exactement, il n'y a jamais de hasard. Donc, si quelqu'un veut m'expliquer ce pourquoi, ça m'intéresserait. En tout cas, je lance l'invitation. On ne sait pas, les réponses arrivent souvent quand on commence à se poser des questions. Aujourd'hui, si je te donnais, Sophie, une baguette magique, t'en ferais quoi ? Tu changerais quoi en premier ? Aujourd'hui, il y a plein de choses à... Le premier acte que tu poserais ? Un peu plus d'écoute les uns vers les autres, c'est peut-être bateau, mais je pense que c'est super important en fait. Okay. L'écoute, parce que ça va avec le regard, ça va avec... j'écoute, donc je regarde l'autre, je prends le temps de l'écouter, de le regarder et savoir comment il va en fait. Mm-hmm. On a vécu un peu ça pendant les Jeux Olympiques, là, faut dire les choses. Et puis la société aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'il y a plein de choses au niveau international... Et puis la façon dont on passe vite sur l'information, je trouve. On passe trop vite sur tout, on ne prend pas le temps. Le temps, c'est le même qu'à l'époque de nos grands-parents. Une journée reste Bien sûr. est découpée de la même façon. Et pourtant, on n'a plus le temps, soi-disant. Alors, notre rapport au temps, il a été modifié. Il a été modifié également parce que, la technique nous a permis de faire à la fois beaucoup de choses très très vite et en même temps de déconsidérer, en tout cas ce que moi j'observe, l'humain. Oui, mais je pense que la technique aujourd'hui, on s'en sert pas forcément, ou alors on subit trop. En fait, on a tendance à aller plus vite que parce qu'on se dit il faut aller vite. Mais si demain, toi, tu lâches ton téléphone portable et tu lâches tout et tu te dis finalement, c'est quoi le luxe aujourd'hui ? C'est de se dire je vais faire mon téléphone. C'est de faire exactement ce que tu viens de dire, ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire me payer ce luxe. En tout cas, c'est fou, c'est un luxe alors que c'est nous qui achetons ce truc-là et je m'en dépeins. J'aime beaucoup ça, mais la baguette magique, ça serait de revenir à prendre du temps. Alors, moi, je ne sais plus qui a dit ça, mais moi, j'ai le sentiment que quand mon téléphone sonne, ou en tout cas, quand on m'envoie des messages, j'ai l'impression d'être, quelqu'un qu'on vient sonner avec une clochette et qui doit répondre. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'obligation. C'est quelque chose de très intrusif, le téléphone. Mais parce qu'on n'a pas la force de se dire stop, en fait. Je pense qu'il y a un moment, c'est quand même un outil. C'est un outil, mais ça doit rester un outil. Et pas une extension de notre corps. Et je vois, là, pour le coup, on a commencé à notre fin d'étudiant et tout ça, on est arrivé avec les portables. Au début de nos études, en tout cas les miennes, j'avais pas de téléphone portable. Donc, j'avais pas ce rapport social. Et je me rappelle qu'au début, on se posait vraiment la question. On envoyait des SMS et on se disait attention, un SMS, t'as pas les yeux de quelqu'un en face, t'as pas le ton de la voix, t'as pas l'expression qui va avec le mot un mot peut blesser. Tout dépend de comment tu le dis. Et tout dépend comment la personne, dans un contexte, un SMS, il n'y a rien de plus froid, en fait. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais... Tu l'interprètes surtout avec le prisme de qui tu es, donc tu ne sais absolument pas dans quel contexte la personne te l'envoie. Donc la baguette magique, un bon coup de stop et profitons simplement. On fait une détox numérique et on se parle alors c'est fou ça maintenant, on est obligé de se dire on fait une détox numérique alors que lâcher ton téléphone dans un tiroir et de te dire je pars à la campagne, mes fils mais ils viennent même plus à la campagne, il n'y a pas la 5G, excusez-moi mais stop quoi. Ça me fait rire moyen, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou et en même temps, alors moi je sais que j'ai mis un petit rituel à la maison puisque j'ai une boîte. Dès que je rentre, j'aime bien mettre je vais faire ça mais je suis pas sûre que j'ai mon téléphone dans cette boîte. Une grande
un grand enthousiasme à l'idée que je vais essayer, on verra bien. En tout cas, on invite. On pourra repartager là-dessus. Avant que tu participes, je t'ai demandé, Sophie, s'il y avait un chiffre, parce qu'il y a une rubrique qu'on appelle Balance ton chiffre, qui était important pour toi. Est-ce que tu y as réfléchi ? Il y a un chiffre qui est important pour moi, qui est considéré comme un équilibre, en fait. C'est le chiffre 4. Parce que je suis fille unique et que nous avons toujours été 3 et que j'ai toujours eu envie d'être à 4. Et du coup, voilà, le chiffre 4 est pour moi important. Ça, c'est un chiffre qui est important. Qu'est-ce qui symbolise pour toi ? L'équilibre. Ok. L'équilibre familial, ouais. C'est pas que j'ai pas eu un équilibre, à 3, mais à 3, il y a toujours... il y a un sujet, mais on en reparlera peut-être, mais 4, c'est bien. À partir de 4, ça commence. Les chiffres pairs, en fait. Les chiffres pairs, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça peut aller jusqu'à 10 ou 20, mais les chiffres pairs, c'est pas mal. Ok. Ouais. Du coup, je t'ai aussi posé une question, en tout cas de réfléchir à cette question. Si aujourd'hui, il y a une femme que tu admires, Simone Veil. Est-ce que je te fais l'affront de te demander pourquoi ? Non, je pense que... Et puis, il y en a... Enfin, j'ai revu sur Arte un reportage. Un reportage. Et je me suis dit, cette femme est tellement passée. Alors, outre le fait que sa vie a été évidemment... je n'ai pas besoin de répéter tout ça, et puis je le dirai mal. Donc voilà, elle a eu la vie qu'elle avait. Mais elle s'est battue jusqu'à la fin, quoi. Et ça, c'est une force incroyable. Une force de se dire que... Enfin, au moment où elle a fait voter cette loi à l'Assemblée, elle avait apparemment une pression de dingue et elle n'a rien lâché et elle s'est battue jusqu'au bout. Mais ça, on devrait être super fiers, quoi. Enfin, je suis super fière d'être dans ce pays. Je suis super fière d'être française et d'avoir eu des femmes qui se sont battues à l'Assemblée pour nous... Enfin, merde, quoi. Il y a plein de trucs aujourd'hui, on oublie, mais... Enfin, moi, rien qu'un chéquier, j'ai appris ça il y a peu de temps. Alors, pour le coup, je me suis dit, le fait d'avoir un compte en banque, une femme devait demander à son mari de l'argent. Et donc ça a changé en 1900 après la guerre 60. Je crois que le chéquier, c'est 64 ou 67. Je suis nulle en chiffres de cette... Mais bon, oui, important. Et puis, liberté, quoi. Liberté, c'est pas rien. Égalité, fraternité. Enfin, ça fait un peu, c'est important. C'est intéressant que tu abordes ce sujet parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette idée de fraternité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il me semble qu'on l'avait évoqué. Quand on voit la devise de la République française, déjà, on voit Marianne. Oh, tout à fait. Marianne qui est déshabillée un peu. Un peu, oui. Donc moi, je trouverais pas mal qu'elle je me suis jamais posé cette question. Qu'elle puisse se rhabiller, peut-être, si elle en a envie. Et en tout cas, en dessous, moi, ça m'est apparu un jour comme un coup d'hypnose. Parce que finalement, en hypnose, quand tu portes ton attention sur un endroit, tu vois pas forcément ce qui se passe dans l'autre. Et quand je vois cette devise, je vois le profil de Marianne. Et du coup, en tant que femme, je me sens concernée. Et puis ensuite, je lis ce qui est écrit en dessous. Liberté, égalité, fraternité. Alors, étymologiquement, la fraternité, ça concerne les frères, en fait. Donc, moi, j'aime bien la notion d'adelphité. Parce qu'on parle aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité, mais moi je trouve ça plutôt clivant. D'un côté, les uns vont parler de fraternité, les autres vont parler de sororité. Moi je rêverais, alors c'est peut-être très utopiste de ma part, mais d'un endroit où il y aurait finalement cette équité et cette égalité, quel que soit ton sexe, en fait. Et cette notion qui regroupe ça, c'est l'adelphité. Voilà, alors ça peut sembler être... Et du coup, cette image pour toi, elle ne représente pas cette Qu'est-ce qui fait que cette question t'a... Alors parce moi, que moi, c'est une image citoyenne, je suis née avec cette image et cette image ne m'a jamais choquée. Même si, en effet, si tu commences à l'analyser, il y a peut-être des choses mais pour moi, au contraire, c'est une force incroyable. Cette femme, c'est une force incroyable. Alors, c'est intéressant, tu vois, parce que finalement, moi, c'est pas du tout l'image que j'en ai. Je me sens exclue du jeu parce que il est écrit noir sur blanc que je ne suis pas concernée par cette fraternité. Il ne s'agit pas de moi, en fait, en tant que femme et en tant que citoyenne. Donc j'ai le sentiment, et aujourd'hui encore plus avec tous les témoignages que je peux glaner, que finalement citoyenne, ça je le suis au sens de la taxe, il n'y a pas de doute là-dessus, et chouette.
parce que c'est plutôt une bonne chose de participer collectivement à tout ce qui peut se passer de chouette en France, parce qu'on ne le dit pas assez, mais je pense qu'il y a de très très belles choses dans cette nation, et qu'il faut les mettre en avant, parce que on est là aussi pour déconstruire certains stéréotypes, en tout cas les aborder. Il y a pas mal de stéréotypes autour du féminisme. C'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière ces stéréotypes, mais derrière les nations aussi. Par exemple, la dernière fois, j'entendais une vidéo sur les réseaux sociaux. C'était 2 jeunes femmes qui disaient « Non, mais le drapeau français, c'est trop attaché au Rassemblement national ». Je me dis, mais c'est fou, parce que ce drapeau français appartient, et c'est pour ça que Vox Feminarum, en tout cas la partie vidéo qui sera sur les réseaux, sera aux couleurs de la France, parce que sous ce drapeau, il y a cette nation, et dans cette nation, il y a plusieurs personnes qui ne représentent pas que ce parti politique et leurs idées. Donc, moi, je trouve ça fou, finalement, qu'un groupe plus qu'un autre puisse s'approprier des codes. Et moi, en tant que citoyenne aujourd'hui, j'avoue, et c'est certainement une des raisons pour laquelle j'ai eu envie, avec les gens qui sont avec moi, de lancer ce programme de podcast pour donner la parole aux femmes et aux citoyennes. Parce que j'ai observé que si nous sommes citoyennes au sens de la taxe, au sens du droit, on pourrait parler des victimes d'agressions sexuelles qui ne voient pas leur agresseur condamné, avec des chiffres qui sont dramatiquement dramatiques et qui sont honteux à dénoncer et qui sont révoltants. On pourrait parler des situations des familles monoparentales qui sont quand même... il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets comme ça, même au niveau de la loi. Donc on aura l'occasion de recevoir des expertes sur ce sujet, mais c'est assez surprenant que dans une période où on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, moi j'aimerais déjà qu'en termes de citoyenneté, on puisse être au même niveau. Je vais juste évoquer un exemple. Dans le cas des gens qui sont divorcés, il y a par exemple pour le père le droit de visite et d'hébergement. C'est un droit, mais ça n'est pas un devoir. Donc il peut choisir de prendre les enfants parce que c'est son droit. Par contre, charge à la mère ou au père, ça marche dans les deux sens, de prendre en charge l'enfant si l'autre ne veut pas. Donc l'un peut exercer son droit, et pour l'autre, c'est un devoir. Donc déjà, en termes de citoyenneté, je trouve qu'il y a un manque d'équité qui se fait. C'est pour ça que finalement, dans cette devise, moi, je suis assez surprise que ce mot ait été choisi. Alors, on pourrait disserter là-dessus, mais je pense que les mots sont des portes. Celui-là encore plus. Sur de multiples plans de conscience. Oui, mais c'est une base. En fait, je suis d'accord en partie, pas forcément à 100%, mais en partie avec ce que tu viens de dire. Enfin, c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. Mais je pense que on a des bases et on a surtout la possibilité d'avoir le choix de réfléchir. On a la possibilité de se poser des questions. Et aujourd'hui, la voix d'une femme est écoutée. Alors que la preuve étant, c'est qu'aujourd'hui, on est toutes les deux derrière un micro et on peut échanger sur des sujets qui peuvent être de société forts et qui le sont, et on a le droit de le faire. Moi, rien que ça, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est d'avoir la parole, en fait. Tout simplement, on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ne va pas citer, parce que je ne suis pas suffisamment cultivée sur ces sujets, mais d'avoir cette chance en France de pouvoir parler. Alors peut-être que ce n'est pas avec les 3 mots qu'il y a sous Marianne que ça nous donne cette... Mais moi, je dis que l'image d'une femme telle que Marianne, et ça me fait tout de suite penser au tableau de Delacroix, avec cette force sur ce tableau, je suis loin d'être aussi forte que cette femme qui est sur les barricades, mais je me dis que tous les jours, on a des petites batailles, et on n'est pas mécontent de les gagner. Donc, je suis fière d'être dans ce pays, et je suis par contre sûre qu'il y a beaucoup de boulot encore à accomplir pour qu'il y ait cette équité, ça oui, bien sûr, mais c'est pas que des femmes, c'est les femmes et les hommes, ou les hommes et les femmes, ensemble. On est dans une société où on a cette chance de pouvoir vivre ensemble, et écoutons-nous, et il y a des choses à dire des deux côtés, et c'est pas des deux côtés, d'accord, c'est qu'un côté qui nous permettra que la société, elle va avancer correctement. Moi, j'ai envie que mes enfants se posent pas cette question-là, en fait, se disent pas, tiens, finalement, est-ce que la femme à côté de moi qui va partager ma vie, ou l'homme qui va partager ma vie,
il aura les mêmes droits que toi, et il aura la même chance, ou je ne sais pas comment formuler ça, mais alors c'est peut-être utopique de se dire que finalement on a le droit, mais on a le droit à la même chose, quoi. Pourquoi on n'aurait pas le droit à la même chose ? Alors, on est d'accord sur le fond. Aujourd'hui, on peut enregistrer ce podcast parce qu'on est accueilli à la cité audacieuse qui est gérée par la Fondation des femmes. Oui. Et déjà, je les remercie, je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire parce que je trouve que c'est essentiel de pouvoir laisser un espace de parole. Oui. Pour nous accueillir et nous permettre de recevoir, ce kaléidoscope de voix. C'est assez génial. Ça, c'est vraiment très chouette. Et je pense que si il y a des personnes comme les personnes qui s'occupent au sens propre et élargi de la Fondation des femmes et de toutes les associations féministes, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas entendues. Ça c'est... je ne suis pas dans le monde des bisounours, je le vois bien. Qui n'ont pas forcément, le loisir de faire ce qu'on est en train de faire. Qui est, je pense, un privilège et j'allais dire un luxe. Même si aujourd'hui, quand même, les réseaux sociaux, et ça, c'est quelque chose que je trouve assez chouette, sont aussi un vecteur de communication qui permet à tout le monde de pouvoir déposer quelque chose. Alors, bon, après, plus ou moins construit, plus ou moins, voilà, c'est ça, ça se trie. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on a envie d'utiliser. Alors, je reviens sur le mot trier. C'est pas qu'il faut donner la parole à plus ou à moins. C'est pas ça, trier. C'est quand toi, tu absorbes et que tu ouvres la porte à ça, il faut que toi, tu sois en mesure aussi d'analyser ce que tu reçois. Absolument. C'est ça que j'entends par le mot trier, pas se dire tu as le droit plus que X ou Y à parler, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire, c'est tellement ouvert, la porte est tellement ouverte que toi, si tu reçois l'information ou tu reçois ce qu'on te dit, il faut être en mesure de comprendre et d'analyser, pas absorber bêtement, j'aurais tendance à dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le mot trier. On est d'accord. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle aussi on a mis en place ce podcast, c'était de se dire... j'ai observé qu'il y avait vraiment des femmes pour qui c'était dans le secret... ou d'un rendez-vous thérapeutique, ou d'un rendez-vous entre amis, ou vraiment dans un espace, vraiment très très intime, où pouvait y avoir cet espace d'expression, que déjà parfois le mot féminisme, ça pouvait être perçu comme un gros mot. Voilà, parce que apparemment quand on est féministe, on n'aime pas les hommes, alors que ça n'a rien à voir. Est-ce que si je te pose la question, toi tu te considères féministe, Sophie ? J'en sais rien. Je sais pas, ok. Peut-être si, quand même un peu. Peut-être si, un peu. Mais je ne sais pas, parce que je ne veux pas que ça soit en confrontation d'autres choses, en fait. Oui, je suis une femme, et je revendique le droit à avoir la même chose que les hommes, ça c'est à bas de soi. J'ai la chance de vivre en France avec tout ce que ça englobe comme possibilité de dire ce qu'on pense, et ce n'est pas encore moins aujourd'hui qu'hier, c'est super important. Mais après, j'ai le droit aussi qu'on m'ouvre la porte et que quelqu'un soit galant. Enfin, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, et c'est toute la difficulté d'aujourd'hui, en fait. C'est est-ce que ça veut dire que être une femme, voilà, ou est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ? On est quand même confronté à ça. Être féminine, moi, je suis une femme, je suis née comme ça, voilà, j'ai pas choisi, je suis née femme, et je suis très bien dans mes baskets aujourd'hui. C'était peut-être plus dur avant parce que confrontation, et puis il faut se cultiver, je pense que c'est la première chose, le droit à l'éducation, et c'est super important. Et je suis outrée d'entendre qu'à une époque, une femme, elle avait des cours de broderie, et pourquoi elle les aurait pas aujourd'hui ? Ouais, ok, pourquoi pas, mais un homme, il a le droit aussi d'avoir des cours de broderie ou des cours de comment faire à manger à son mari. Comment faire à manger à sa femme, ça pourrait exister. Oui, ce serait formidable. Ça serait formidable. Voilà, il y a des colonnes, et j'aimerais bien que ça soit plus 2 colonnes, mais qu'une grosse colonne, en fait. Si je peux avoir une image... féminine, d'accord, mais... Et puis pourquoi il y a peut-être des femmes qui adorent avoir des hommes machos ? Est-ce que c'est macho le contrepartie de féminine ? Tu vois Alors c'est important de repréciser les définitions, sachant qu'en plus elles sont plurielles et qu'on pourrait... Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, je pense que j'ai bien tout mélangé là, donc voilà. Et si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais quand tu avais 20 ans, tu lui dirais quoi ? Fais-toi confiance. Ok. Ouais. C'est pas forcément...
Au début, je voulais être pilote de chasse. Ok. Bon, après, la vie a fait que pilote de chasse, c'était peut-être pas le bon truc. Et j'ai pas choisi ce métier parce que c'était un métier d'homme. J'ai choisi ce métier parce que j'aimais ça. Mais c'est vrai que on se rend pas forcément compte que il y a peut-être plus de difficultés à. Ouais, fais-toi confiance. Parce que être une femme ou un homme dans cette société, bah, c'est très bien. Et franchement, je le répète, être en France, c'est quand même ou dans un pays européen, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chance. On est né au bon endroit. Enfin, en tant que femme, on est né au bon endroit, quoi. Je pense qu'on peut se dire plutôt chanceuse d'être française, européenne et d'avoir l'expression et l'éducation. Et l'éducation. Et évidemment, le droit de dire ce qu'on veut. Absolument. Après, on a le droit de se tromper. Et on a le droit de se dire je me suis trompée. C'est pas grave de se tromper, en fait. Ouais, c'est peut-être ça aussi. D'être une femme, on a le droit de se tromper. Aussi. Ça va avec la femme parfaite, l'image de... l'erreur peut être un bon chemin initiatique. Oui, c'est peut-être, ça ne reste que mon avis. Moi, j'y crois. Voilà, c'est que mon avis de quand on a des métiers un peu importants, on peut se retrouver confronté à si tu te plantes, on va pas te louper, quoi. Parce que t'es une femme. Parce que tu es une femme. Ouais, il y a ça aussi un peu. Ah, tu veux dire que le fait d'être une femme, il y a un niveau d'exigence qui est augmenté? Oui, évidemment, dans une. Oui, il y a un peu de ça. Tu penses qu'on t'attendait plus au tournant? Ah oui, ouais. Puis quand tu te plantes. Après, tu passes à autre chose. Bon, après, se tromper, l'erreur construit. Je pars du principe qu'on ne peut pas. C'est normal de se tromper et c'est important de se tromper pour voir le positif. Mais oui, une femme, ouais, je pense que le jour où tu veux t'amuser un peu et te dire toi, tu veux venir là, sur notre terrain, allez, viens, on va t'en. Oui, un peu de ça. Mais ça se construit, ça construit. C'est pas forcément le chemin le plus simple. Mais est-ce qu'il y a un chemin simple? Même pour un homme, finalement, est-ce que c'est simple? Je suis pas sûre, je sais pas. Alors, il faudrait poser la question, mais il me semble que de toute façon, la vie est un chemin d'expérience qui peut être à géométrie variable. Ouais, la baguette magique de tout à l'heure, oui, l'écoute de l'autre, ouais. Mais dans les deux côtés, je pense qu'on a le droit d'être écouté. C'est important d'être écouté, c'est important de pouvoir avoir toutes ces portes qu'on a ouvertes de la même façon que les hommes les ont. Je pense que l'équité, ça passe par là, c'est que peu importe le chemin, on a le droit d'avoir le même chemin. Et tous les métiers devraient être ouverts de la même façon, en fait. Parce que c'est pas forcément le cas, je sais pas. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas le cas? De plus en plus, oui. Après, il y a des métiers physiques où tu as besoin d'avoir des épaules carrées, et plus que physique, intellectuel. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être que certains métiers intellectuels avant n'étaient pas forcément ouverts. Oui, certainement, puisque la fac, première femme médecin, elle n'est pas arrivée... il y a plein de choses quand même. Mais on est sur l'ouverture. On va pas se nier sur le fait qu'il y a des avantages, il y a des progrès. Il y a évidemment des progrès. Il y a encore des choses à faire. Bien sûr, je suis aussi... j'ai cette chance de vivre dans une famille aimante, avec un contexte où j'ai eu le droit à l'éducation, que j'ai fait ce que je voulais. Mais c'était pas tout doré tout le temps, loin de là. Mais c'était important. C'est important de regarder derrière et de se dire waouh, le chemin parcouru, ouais, c'est important aussi. C'est les 50 ans qui permettent ça, tu crois? Ouais, je pense aussi, ouais. Je sais pas, mais ça fait du bien. Je l'ai pas bien vécu, aux 49 ans et de J-3, j'étais pas bien, j'étais limite au fond de mon lit en train de pleurer. Donc, et en fait, non, c'est complètement bête, il faut assumer et c'est très bien d'assumer. Donc tu penses que le fait d'accepter... ça t'ouvre vachement la tête d'accepter, en fait. C'est un problème en moins. C'est un problème en moins. Bah ouais, j'accepte et j'avance. Parce que là, c'est un problème. Tu l'as perçu comme ça à un moment? Oui, là, c'était un problème parce que la société... Ouais, alors, c'était Foresti qui disait à 50 ans, c'est une ado avec une carte bleue, je crois, un truc comme ça. Ça m'avait fait beaucoup rire et j'avais adoré ce moment. Alors, je l'ai peut-être sorti d'un contexte et la phrase n'est pas la bonne, mais bon, en tout cas, je l'ai retenu comme ça. Et c'est exactement ça, en fait. C'est cette liberté qu'une femme, aujourd'hui, dans une société telle qu'elle est libre. Et libre, c'est pas qu'une histoire de carte bleue. Libre, c'est de se dire... waouh, j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai le droit. J'ai envie de parler comme ça, j'ai le droit. J'ai le droit. Après, bon, il y a peut-être des conséquences, je sais pas. Mais en tout cas, non, on a une chance de fou. Ouais. Oui, ça a du bon, la liberté, je crois. Ouais.
Là-dessus, on est d'accord. Et l'égalité, il y a du boulot. Et la fraternité, je sais pas comment toi tu conçois les choses. Moi, je pense. Je pense qu'il faudrait plancher un peu sur le sujet. Mais la delphité, c'est une notion que j'aime bien. En tout cas, je voulais te remercier, Sophie, de t'être prêtée à ce jeu et ce partage, surtout, de cœur à cœur. J'ai pas dit trop de bêtises. Écoute, on fait ce qu'on veut ici. Donc, comme c'est le principe, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on est qui on veut. Je sais pas. Enfin, en tout cas, oui. Merci pour tout. Et tu sais à quel point j'aime nos échanges. Donc, merci beaucoup. Merci de ta confiance, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Vox Feminarum remercie chaleureusement la Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.